Bonjour à tous, je suis Raphaël et je vous emmène voyager avec moi dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité et de l'invisible. Au travers d'épisodes solo ou d'épisodes témoignages avec mes invités, nous parlons d'ouverture de conscience, de réveil spirituel, de facultés extrasensorielles et d'expériences mystiques. Et vous trouverez également des épisodes spéciaux astrologie où je vous décrypte l'actualité du ciel. Pragmatiques ou non, soyez les bienvenus dans le podcast Les Mondes Subtils. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode témoignage, et c'est un sacré témoignage que nous avons là aujourd'hui. C'est l'histoire d'une femme qui est allée puiser dans des ressources insoupçonnées, une femme qui a traversé les enfers, une femme qui a tout recommencé à zéro, une femme qui, en touchant le fond, est allée découvrir sa vraie dimension artistique, sa puissance créatrice qui l'appelait depuis toujours. Mais avant de pouvoir atteindre ce précieux, il a fallu qu'elle épure, qu'elle nettoie, qu'elle transcende. Car oui, c'est une histoire de transcendance, c'est une histoire d'alchimie, et oui, c'est une belle histoire, même si, attention, dans cet épisode sont évoquées des thématiques difficiles, comme la violence faite aux femmes, violence physique, violence sexuelle. Donc attention si ce sont des sujets qui vous touchent particulièrement. J'accueille Karine Mimoun à mon micro aujourd'hui, qui nous raconte son épopée fantastique, sombre et lumineuse à la fois, un témoignage pur, brillant, authentique et touchant qui suscite le rire comme les larmes, et une histoire qui est, encore une fois, bel et bien la preuve qu'après l'orage vient le beau temps. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Karine. Bonjour Raphaël. Karine, on se connaît depuis très longtemps. Je pense que tu m'as rencontrée, je devais avoir 8 ou 9 ans, un truc comme ça. Je crois que c'est 8 ans, ouais. Ouais. Et c'est assez marrant parce que on a quand même vécu deux chemins similaires mais différents, enfin des chemins d'éveil assez perturbants, on va dire. Complètement. Et c'est vrai qu'on a repris contact il y a quelques années justement par rapport à... Je pense que tu as dû voir que j'avais lancé le podcast, tu t'es dit « Ah, elle aussi, elle a... » Ah, ça me dit quelque chose, ouais. Ce qu'elle est en train de vivre. Ouais. Et donc voilà, et donc j'avais très envie que tu nous partages tout ce que tu as vécu, en sachant qu'il y a beaucoup de choses à dire et qu'on a donc écrit sur une liste les petites choses pour pas oublier. Mais on va essayer de faire ça de manière chronologique en tout cas, et je vais te guider à travers toi, ton récit, pour que tu nous racontes tous ces épisodes et de là où t'es partie et là où t'en es aujourd'hui, où ça t'a amené. Ça marche. Ça te va ? C'est très bien. Donc déjà, première question, est-ce que tu peux nous parler de le système dans lequel t'as grandi ? Est-ce que t'étais connectée à une force supérieure ou non ? Une reliance des facultés déjà, petite, enfant ? C'était quoi ta vision du monde ? Alors, pas du tout. Moi, je suis la seule fille d'une fratrie avec 4 enfants, dont 3 garçons, et des parents plutôt cartésiens, même très cartésiens. Donc pas du tout de reliance à l'invisible ou à la religion. Un petit peu la religion parce que c'est culturel, parce que mon père est juif et parce qu'il faut poursuivre les traditions, mais moi j'ai pas d'attirance pour ça, ça m'intéresse pas. Tout simplement. J'ai pas du tout de... Je suis plutôt athée, je me prononce comme athée quand je suis enfant, ça m'intéresse pas, je trouve que cette religion... Enfin, j'aime pas la position des femmes par rapport à la position des hommes. J'aime pas la façon dont ma mère se dévoue à mon père. Je trouve qu'à l'époque, c'est pas cool d'être une fille, en fait, parce que on est moins bien traité. Voilà. Ouais, c'est dingue. T'as déjà cette conscience de ça assez petite, quoi. Ouais. Je suis très féministe, très jeune. Dans l'âme. Ok. Ouais. Et comment est-ce que t'es amenée à ce début, tu sais, j'ai un peu cette image où t'entrouvres une petite porte de l'éveil qui est arrivé plus tard. Comment ça commence ? T'en es où dans ta vie ? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie professionnelle, par exemple, ou À l'époque, mon premier contact avec l'invisible, j'ai 37 ans,
Je suis entrepreneur, je viens de créer une marque, j'ai 2 enfants, une petite fille que je viens d'avoir qui a à peine 2 ans et une autre qui est un peu plus grande, qu'on a 6. Ça s'est fait à l'occasion du décès d'une fille que je qualifiais de meilleure amie, en fait, à l'époque. Même si j'aime pas les classer, mais c'était quand même une personne super importante pour moi. Et elle se suicide par pendaison. C'est ultra violent, je m'y attends pas. On devait partir en vacances une semaine après ensemble. Je comprends pas ce qui m'arrive. Ressens ça comme un terrible abandon, comme quelque chose de vraiment mais terrifiant, très douloureux. J'ai beaucoup de mal à faire mon deuil. C'est extrêmement douloureux. Et 3 mois après, je survis. Vraiment, j'ai vraiment du mal à me remettre de ce deuil. Et je m'endors et je suis à moitié consciente, à moitié éveillée, à moitié endormie. Et là, je la vois. Euh, mais je la vois comme une luciole, c'est-à-dire qu'elle brille de l'intérieur. Euh, Elle est resplendissante, elle dégage énormément de lumière, c'est incroyable. J'ai l'impression que je peux parler avec elle, que je peux la serrer dans mes bras, qu'elle est venue me dire au revoir. C'est tellement réel que ça me marque de façon incroyable pendant des jours et des jours. J'ai cette image qui revient après, et je suis beaucoup plus apaisée à ce moment-là. Je me dis, ça y est, on a pu... Elle est toujours là, en fait, elle est toujours vivante. Elle n'est pas partie totalement et on a pu se dire au revoir. Et elle rayonne, quoi. Et elle rayonne, et elle est incroyablement belle. C'est hallucinant, quoi. Elle est magnifique. C'est un être lumineux et magnifique. Et de la voir comme ça me rassure tout de suite. Je me dis, en fait, je ne l'ai pas perdue. Elle est toujours là. Mm. Ouais, donc là, ça marque vraiment un premier pas vers tout ce qui va arriver derrière, quoi. Bah là, j'ai la preuve que, en fait, déjà, il y a quelque chose d'autre après la mort. Moi, j'étais athée quand même à ce moment-là. J'y croyais pas. Enfin, voilà. C'est ma première ouverture vers autre chose. Mm. Et qu'est-ce qui se passe après ? Alors après, je continue. Je suis mariée à l'époque, voilà. J'achète une maison, enfin le schéma classique. Je prends un chien, voilà. Sauf que à partir du moment où on devient propriétaire, mon couple commence à battre de l'aile. Mon mari s'isole de plus en plus. Il tombe de plus en plus dans l'alcoolisme. Et moi, je vis un enfer sur Terre à ce moment-là. J'ai toujours ma société qu'il faut que je porte à bout de bras, ça marche pas fort, donc il faut que je fasse un deuxième boulot en parallèle. J'ai des tensions énormes avec mon associé. C'est très compliqué, il faut que je porte les enfants à bout de bras, que je m'occupe de tout en fait. J'ai 2 boulots, il faut que je porte les enfants, il faut que je fasse les courses parce que monsieur se désinvestit de toute la vie familiale. Et je vis un enfer. Honnêtement, je commence à déprimer. Je vais de catastrophe en catastrophe. Il n'y a rien qui va. C'est horrible. À ce moment-là, c'est vraiment compliqué. Mais j'essaye, comme je suis une battante dans l'âme et comme j'ai beaucoup d'énergie, je me dis c'est bon, je peux y arriver, je peux me sortir de ça, on va s'en sortir, on va y arriver. Mais bon. Mais tu portes tout, quoi. Je porte tout et je m'épuise, littéralement. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, si je me trompe pas dans notre plan, dans notre structure, est-ce que c'est dans ces eaux-là que ton frère t'offre ce truc de méditation où C'est dans cette période-là, mais c'est suite au décès de mon papa, qui est malade, qui est rentré à l'hôpital 3 mois avant. Et moi, je sens qu'il ne va pas finir l'année. Je dis à mon frère, il ne va pas finir l'année. Et il meurt le 29 décembre. Putain. Et donc t'avais déjà une forme de médiumnité. Je pense que j'avais cette intuition, en tout cas, qui était présente, mais j'ai senti qu'il n'allait pas passer l'année, et effectivement, il n'a pas passé l'année. Et moi, quelques 6 mois après son enterrement, je commence à avoir des symptômes de troubles de neurologiques, en fait, des problèmes de nerfs. Et je commence à me rendre compte, à faire des examens, et à me rendre compte que je développe la même maladie que lui.
qui l'a complètement... qui a fini par le paralyser sur les derniers mois de sa vie. Et voilà. Et là, c'est le cauchemar parce que... Donc déjà, il n'y avait rien qui allait. En plus, j'ai cette maladie. Et je ne peux plus travailler, en fait. À chaque fois que je m'assois, j'ai des douleurs atroces. J'ai des décharges électriques dans tout le corps. Je vais voir un neurologue qui me dit il faut opérer, c'est compliqué. Ça me fait très peur. J'ai super peur des opérations parce que je vois que mon père en a fait des tonnes et qu'à chaque fois qu'il en faisait une, c'était de pire en pire. Donc j'ai pas confiance. Ouais, bah ouais, normal. Voilà, j'ai pas confiance en la médecine. Je me dis mais il va falloir que je trouve une autre alternative parce que ça, moi, je me vois pas m'engager là-dedans et je vois pas comment je pourrais m'engager là-dedans dans des opérations à gogo, sachant que je suis la seule qui porte cette famille. Moi, je peux pas laisser 2 petites filles toute seule se débrouiller avec un papa qui est devenu alcoolique. Ouais, ça c'est non. Ça, c'est non. Ouais. Ok. Donc, je fais des recherches, je regarde et je me dis, bon, bah allez, je vais tenter le tout pour le tout. Je vais aller voir un guérisseur. Et je me dis, quel est le guérisseur le plus connu du moment? À l'époque, c'était João de Deus, donc Jean de Dieu au Brésil. Et j'y vais. Et la méditation, c'est venu après, du coup? La méditation, c'est venu au même moment, oui, c'est vrai, tu m'as posé la question. Mon frère, après le décès de mon papa, me donne un livre, il me tend Le pouvoir du moment présent, d'Eckhart Tolle. Et moi, je souffre tellement de toute façon à ce moment-là que je suis obligée soit de m'allonger, soit de rester debout. Et pour pas trop m'ennuyer, je me mets à méditer. Je commence à méditer, ça me soulage, ça me fait du bien à ce moment-là. Il y a un petit côté Frida Kahlo un peu, hein, j'ai l'impression, parce que tu... En plus, Karine l'a pas encore dit, mais Karine est une grande artiste. Tu as toujours été directrice artistique, tu as toujours été dans la création, en tout cas, même dans tes anciens boulots. Et là, tu peux pas... t'es allongée ou debout, quoi. Ouais, c'est ça. Sauf que je suis une artiste, mais pas assumée à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai trouvé un métier qui se rapproche le plus de la création artistique, c'est-à-dire que je suis directrice artistique depuis des années, mais je continue à pratiquer l'art à côté. C'est plus une forme d'exutoire pour moi. Justement, à chaque fois que ça va mal dans ma vie, je fais des tableaux. Plus ça va mal, plus je fais des tableaux, plus je fais des sculptures, quoi. Mais c'est juste pour me vider la tête, c'est plus en amateur. Voilà, je ne suis pas encore assumée à ce moment-là. Donc, ton frère t'offre ce livre et tu fais cette méditation. Et je fais cette méditation. Qui a quand même marqué un tournant, quoi. Alors voilà, je suis rentrée du Brésil à ce moment-là. D'accord. Et il faut savoir que je guéris. Ah oui. C'est quand même super important. Donc déjà, j'ai un peu plus confiance en l'invisible. J'avais déjà un événement qui m'avait démontré qu'il se passait quelque chose après la vie. Et là, je rentre et je suis guérie. Je fais un IRM et on voit plus de lésions quand même. C'est un truc de dingue. T'es restée combien de temps au Brésil? Je suis restée quasiment 1 mois. Ouais, donc là, tu te dis, bon, ok, il y a un... Ok, bon, ça marche. C'est cool. Donc, je suis guérie. Donc, ça, c'est génial parce que c'était quand même super compliqué d'être soit allongée, soit debout. On peut en parler de ce que tu avais. C'est la moelle épinière. J'ai une triple hernie cervicale, plus il y avait un problème de moelle épinière, de circuit neurologique qui était endommagé, qui avait des lésions. Je sais même pas comment elles sont arrivées en fait. Je sais pas. Oui, donc un truc lourd, quoi. Un truc lourd. Ouais, ok. Donc, tu rentres du Brésil après 1 mois, où t'es partie avec ton mari d'ailleurs. Oui. Et là, t'es guérie. Je suis guérie, j'ai de nouveau espoir dans ma vie de couple parce que mon mari, il a aussi plus envie de boire. Donc je me dis génial, ça a fonctionné pour lui aussi. Sauf que, hélas, quelques semaines après, il replonge et il replonge d'autant plus belle. Donc là, ouais, et t'avais vraiment cet espoir en allant avec lui au Brésil que ça change tout, quoi. Ah ouais, j'étais persuadée que je pouvais sauver mon mariage, ma famille, tout, quoi. Enfin, moi, je suis du genre à m'acharner, en fait. Peut-être moins comme aujourd'hui, mais à l'époque, tout ce qui va pas, je me dis, je peux le relever, je peux le redresser avec la volonté, le courage et la force, on peut y arriver. Donc, je suis plutôt du genre à m'acharner, quoi, tu vois. Donc, je lâche pas l'affaire comme ça. Et donc, oui, j'ai encore de l'espoir à ce moment-là, sur mon couple, sur ma société, sur tout, en fait. Et en fait, non, c'est de pire en pire.
c'est vraiment littéralement de pire en pire. J'ai même vu que quand j'étais malade, c'était pas un soutien en fait. Tu vois, c'est dans ces moments-là où tu te rends compte que bon, Il est vraiment pas là, quoi. ouais, Mm. il est pas là pour moi. Et en plus, il me laisse encore plus porter les choses. Donc voilà, je m'enferme dans cette vie un peu merdique. Mais je fais quand même de la méditation, ça m'aide beaucoup. Et puis un jour, je fais une méditation où vraiment il y a eu un espèce de déclic. À un moment donné, à la fin de cette méditation, je me vois petite fille, je me vois vers 8 ans, et je vois cette petite fille qui était déjà super en colère parce qu'elle comprenait pas, super féministe, voilà. Et je sens cette petite fille qui littéralement se tient la tête et me hurle dessus. Elle ne fait que crier, mais en même temps, j'entends, moi, ce que je reçois, c'est ah bah bravo, c'est ça que t'as fait de mes rêves. C'est cette vie-là que tu me donnes. C'est vraiment tout pourri, quoi. C'est tout ce que t'as fait pour moi, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça que t'as à m'offrir. Et là, je me prends une claque dans la tronche. Et je réalise, à ce moment-là, je réalise vraiment qu'il n'y a rien qui va, que c'est une catastrophe en fait, que mon couple c'est un désastre, que ma société c'est un désastre, qu'il n'y a rien. À part mes enfants, je veux dire, il n'y a rien qui me donne envie de continuer, quoi. C'est juste horrible. Il faut que ça change, il faut que je fasse un truc. Donc ouais, c'est l'enfant intérieur qui vient te mettre une claque réveille-toi meuf en fait là. Non mais cette vie-là, j'en veux pas, quoi. Tu la changes. Qu'est-ce que t'as fait de mes rêves, quoi. Et il faut savoir que moi, enfant, j'avais qu'un seul rêve, c'était d'être une artiste. Et déjà, je me suis menti à moi-même toute ma vie. J'ai pris un boulot qui s'apparente à le fait d'être un artiste, mais c'est pas ça. En fait, je passe mes journées derrière un ordinateur. C'est pas du tout manuel. Tu vois, en fait, je suis très éloignée de. J'ai voulu faire plaisir, mais c'est très éloigné de ce que moi je voulais être petite. C'est pas la vie que je m'étais promise, en fait. Voilà. Ça me touche. C'est pas la vie que je m'étais promise. En même temps, on rentre tous tellement dans ce schéma, tu vois, de tous nos rêves d'enfant et justement toute cette joie de l'enfant et l'optimisme. Et en fait, on rentre dans un système après, en tant qu'adolescent, que jeune adulte, etc., où en fait, on n'y croit plus, tout simplement. Ouais, et ça, c'est trop triste, quoi. On veut faire plaisir à ses parents. Moi, mes parents, ils étaient évidemment contre le fait que je m'installe en tant qu'artiste. Ils avaient peur que je finisse sous les ponts. Donc, ouais, il y a toujours cette espèce de truc. Mais comment tu vas en vivre? Enfin, voilà, ça fait flipper, quoi. Et donc, moi, j'ai fermé les yeux. Je me suis éloignée de ce truc, même si je le faisais en amateur toujours, mais c'était pas le rêve de petite fille. Et la petite fille, elle te l'a bien fait comprendre que Grave. t'es en décalage, quoi. Qu'est-ce que ça change, donc ce moment-là, parce que c'est quand même, on est d'accord, il y a un avant-après méditation avec cette petite fille. Qu'est-ce que ça change après toi en termes de faculté et qui s'ouvre et de conscience? Ouais. Et ben, le premier truc que ça change déjà, c'est que je me donne un objectif, c'est de ok, j'ai entendu ton message, je vais déconstruire et je vais me mettre sur les rails de ce que toi tu veux. Ça, c'est le premier truc. Et en même temps, au même moment, au moment de ce réveil brutal, j'entends pas mal de voix. J'entends des voix. Je rigole parce qu'en fait, il y a un dialogue qui commence à s'installer entre moi et je ne sais qui. Je sais pas qui c'est, peut-être mon guide, qui me parle en anglais en plus. C'est super drôle, parce que moi je parle pas enfin je parle anglais, mais c'est pas ma langue. Enfin, je vais pas m'exprimer en anglais, quoi. Et c'est super drôle et c'est un soutien incroyable en fait. Ce soutien-là psychologique, je sais pas, je communiquais avec une entité qui m'envoyait des vannes toute la sainte journée, qui me faisait marrer, alors que j'étais dans un tumulte pas possible à ce moment-là. C'était d'une violence extrême autour de moi, et
Et il y a cette entité qui me fait rire et qui me fait du bien et qui m'aide à entamer des démarches de divorce, à, tu vois, aller porter plainte pour ceci, pour cela, parce que j'ai eu des déboires avec mon ex, etc. Et en fait, c'est incroyable, quoi. À ce moment-là, je suis dans l'œil du cyclone, quoi. Il y a tout qui se fracasse, et moi, je me sens bien, je me sens soutenue et portée par l'invisible. C'est incroyable, quoi. Je sais pas comment exprimer ce truc. Je sais que c'est quelque chose qui est invisible, qui... Enfin, ouais, je me pose aussi des questions. Je me demande si je suis folle ou quoi. Ouais, mais que tu m'étonnes, enfin, comme tout le monde, hein. Moi, je suis passée par là aussi et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui passent par là, mais t'entends des voix, tu connectes avec quelqu'un que tu ressens en plus, comme ton guide qui là te parle en anglais. Tu te dis, non, mais Ouais, attends, je suis en train de vriller, quoi. c'est ça. Et en plus, je suis en train de briller, mais en même temps, ça me fait du bien, tu vois. Hmm. C'est... À ce moment-là, c'est vraiment précieux, ce soutien. Les phrases que je reçois des poèmes en anglais et tout. C'est un soutien énorme. Alors, mes frangins, ils me prennent pour une tarée à ce moment-là, hein. Tu leur en parles? Ouais, Ah, parce ok. que je suis à fond, tu vois. Hmm. Et là, ils me disent, non, mais ma sœur, elle est en train de... Ouh là là, on l'a perdue. Elle a perdu pied. Elle a perdu pied. Non, en fait, ça va mieux qu'avant. Ok, donc là, il y a vraiment une connexion qui se fait avec l'invisible, avec Ouais. ton guide international. International. Et en même temps, ça y est, t'as enclenché le je me barre de cette vie, je demande le divorce. Ouais. T'arrêtes ton association professionnelle aussi? Ça met du temps à se défaire, comme le divorce est super long, tout est super long. En plus, on est en plein Covid, donc tout est super long. Ça prend son temps, mais c'est enclenché. Et ce que tu me disais aussi, c'est que ils veulent pas te laisser partir. Ah ouais, ça s'accroche de tous les côtés. Avec mon ex, c'est très compliqué. Il devient violent. Mon associée non plus, elle veut pas lâcher. Il faut du temps. Il faut du temps pour qu'ils abandonnent ce projet, en fait. Ce projet d'être avec moi. Et puis moi, j'en veux plus, en fait. Et quand je prends une décision, souvent, c'est radical avec moi. C'est du jour au lendemain, faut que ça soit fait. Sauf que les autres, ils sont pas au même rythme que moi. Donc, il y a un décalage. Et que sûrement, t'as déjà fait tout un travail intérieur. Il y a eu un cheminement, en fait, Ouais. intérieur avant qui t'a préparé à ça. Jusqu'au jour où tu dis, ah ok, en fait, Ouais. la coupe est pleine, ciao, bye. Moi, quand je me rends compte que la coupe est pleine, j'ai envie de tout stopper du jour au lendemain. Mais la vie fait que je suis obligée de me trimballer encore les boulets un petit peu. Est-ce que c'est à ce moment-là, est-ce que tu peux nous parler de ta réminiscence ou de tes réminiscences de vie antérieure? Ouais. À ce moment-là, j'ai aussi une réminiscence de vie antérieure. Alors, je me rends compte comment. Je sais pas trop ce qui se passe. C'est une nuit, je commence à ressentir des douleurs dans l'abdomen. J'ai des flashs en même temps. Je me vois en train de m'enfoncer un couteau dans le bide, rien que ça. Et je ressens la douleur et en même temps, je comprends. J'ai plein d'images qui défilent. Je vois un petit enfant, un petit garçon qui se fait enlever. Je vois une mère éplorée. Je comprends que cette mère éplorée, c'est moi et elle essaye de se tuer parce qu'elle n'a pas supporté que son petit soit enlevé. Le petit doit avoir genre, je vois 3 ans, tu vois. C'est vraiment un truc horrible. Et en plus, je comprends pourquoi, bizarrement, dans ma vraie vie, j'ai toujours ce flip que quelqu'un vienne m'arracher ma petite dernière. Et t'avais pas ça avec ton aîné? Et j'avais pas ça avec mon aîné. Avec ma petite dernière uniquement. Avec mon aîné, je sais pas, j'ai jamais eu ce flip là je lui ai toujours fait confiance, elle est rentrée de l'école toute seule, j'avais pas de problème. Mais avec la petite dernière, non, j'ai peur qu'on me la pique. C'est bizarre, hein, mais j'ai peur qu'on me l'arrache, en fait. Mais vraiment, il y a pas une seule fois, tu vois, elle me demande est-ce que je peux aller voir une copine après l'école et tout. Et moi, non. C'est Ou mort. alors c'est moi qui t'emmène et qui vient te chercher, mais tu vas pas toute seule. Mm. Il y a ça. Donc je me dis, ah ouais, quand même, ça fait écho à ça. Et puis dans cette réminiscence, j'entends le prénom Elias, du petit garçon. Et je comprends que donc cet enfant s'appelle Elias. Ok, on reprendra la suite. Ouais.
après, dans le chapitre 29 de l'histoire de Karine. Ok, donc là, tu as déjà une pièce du puzzle. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi sur ces chemins d'éveil, c'est que parfois, il se passe un truc et tu es en mode, mais quoi? Et 4 ans plus tard, tu comprends. En fait, c'est tellement pas, c'est ce qu'on se disait avant de commencer l'interview, c'est tellement pas linéaire. Il n'y a rien qui est linéaire dans tout ce cheminement. Enfin, d'une certaine manière, oui, parce que tu t'en sors à un moment donné, mais t'es coincé dans une espèce de spirale où parfois ça va mieux, parfois, et en fait non, et il y a d'autres choses qui reviennent, etc. Il y Ouais. a un... Et tu te dis pourquoi? Ouais, bah, enfin, franchement, moi, pourquoi ces flashs et ce truc qui. Enfin, voilà, quoi, je comprends pas, en fait. Donc là, Karine, t'en es à... Donc là, je suis au tu sauves divorce. ta... Ouais, là, Karine sauve sa peau, et tu te casses. Je me casse et au même moment, c'est juste après le Covid, ma maman, elle vit toute seule et puis elle commence à avoir des difficultés, à montrer des problèmes de mémoire. Je me dis, bon, il faut que j'aille l'aider, je peux pas la laisser comme ça. S'il y a encore un confinement, elle va pas y arriver, quoi. Donc je me dis, bon, et puis moi, il faut que je me barre de cette maison où il y a de la violence. Mon ex-mari était devenu très en colère par rapport à l'annonce du divorce et puis il commence à s'en prendre à mes œuvres, à les détruire, à me frapper. Donc je me dis, bon, là, tu prends tes gosses et tu te barres. Et donc je vais chez ma maman et je l'aide. À ce moment-là, je suis là pour elle. À la fois, je viens prendre refuge dans cette maison où j'ai grandi, et à la fois, je viens l'accompagner au quotidien. Et comment tu l'as vis, cette période-là? Ah, c'est super dur, parce que je sors d'un conflit permanent avec mon ex-mari, avec mon ex-associé aussi. Et ma maman, elle est un peu bipolaire, donc à la fois j'ai des moments d'amour intense avec elle, à la fois elle me dit tous les jours, enfin c'est une italienne, mais elle me dit tu prends tes affaires et tu dégages. Et ça c'est terrible parce que je me dis bon, je suis pas la bienvenue en fait ici. Et, enfin je sais pas trop sur quel pied danser quoi. Je me sens pas chez moi, je sens qu'elle a besoin de moi, mais en même temps, elle veut pas que je sois là, elle a peur que je la contrôle. Enfin voilà, c'est les débuts de la démence, donc. Elle Ouais, a... et puis t'es en train de traverser tout ça, quoi. Ouais, Tu t'es barré avec tes enfants, tu te réfugies dans un c'est ça. sens, quoi, aussi là, dans cette maison de ton enfance, ce qui est tellement symbolique en plus, tu vois, Ouais, tu reviens aux racines, quoi, à la petite Karine de la méditation, c'est finalement. ça. La Karine qui était déjà pas bien dans cette maison d'enfance. Hein. Faut savoir que moi, je me sentais pas à ma place dans cette maison, dans cette famille. Hmm. Mais ouais, c'est ouf que la vie te ramène là, quoi. Ouais. Ok. Donc à ce moment-là, ça se simplifie pas. Non, pas du tout, c'est encore pire en fait. Ouais. On vous rassure, il y a des moments, il y a des moments cool après. Et là, en gros, donc tu reviens dans la maison, t'aides ta mère. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de la carte de tarot? Ah ouais. Parce Eh que c'est un ben, moment clé quand même, c'est carrément. assez hallucinant en termes d'aide de l'univers. Donc ça fait quelques semaines que je suis là, j'essaie de m'occuper d'elle, j'essaie de reprendre le boulot, enfin voilà, de reprendre une vie normale en fait. Et mais sauf que c'est super difficile. Il y a vachement de tension avec ma maman. Elle m'accuse de la contrôler parce qu'en fait elle oublie ses codes de carte bleue. La carte bleue se fait avaler. Moi je suis obligée d'appeler la banquière parce en fait en administratif elle est vraiment pas douée. Donc moi je lui dis bon bah je vais garder ta carte pour en sécurité, je sais qu'elle est là et puis tu vas pas la perdre et puis comme ça bah, dès que tu en as besoin, tu me dis je te la passe et puis mais au moins elle n'est pas perdue parce qu'en fait la banque elle en a tellement marre de refaire des cartes bancaires parce qu'elle les perd tout le temps qu'elle a dit bon bah cette fois c'est la dernière. Donc là OK, on est au pied du mur et ma mère elle croit vraiment que je la contrôle, que je veux Que t'es mal intentionné, que quoi. je suis mal intentionnée, ouais, ce qui est totalement absurde.
Et j'en peux plus en fait, parce que même les moments où j'arrive à me poser, à trouver un peu de boulot en freelance, elle vient à ma fenêtre, elle me gueule dessus alors que je suis en visio avec mes clients. Enfin, c'est super compliqué quoi. Putain. Et j'arrive même pas à travailler en fait. J'ai même pas un moment pour moi, pour travailler. C'est super compliqué. Et je me rappelle, un jour, on s'est encore engueulé. C'est super violent. Elle est un peu bipolaire, elle me menace avec un couteau. Enfin, c'est super violent. Et j'appelle mon frère aîné et je lui dis mais j'en peux plus en fait. Je crois que je vais jamais y arriver en fait. Il faut que j'ai quitté un endroit parce que c'était horrible et je me retrouve dans une situation qui est similaire finalement. Mais c'est horrible. Et j'ai un jeu de tarot, je me dis allez je vais tirer une carte. Juste comme ça. Aidez-moi quoi, j'étais là, j'en peux plus quoi. Comme j'avais eu cette connexion avec l'invisible, je me dis bon bah aidez-moi. Help me. Ouais. Je me dis bon je vais prendre le jeu de tarot, je tire une carte et là c'est la maison Dieu qui sort. Et je vois la chute, tu vois. Enfin, la maison de Dieu, moi, je regarde l'image et je vois ces personnages qui tombent de cette tour en feu, quoi. Oui, c'est ça la carte. La chute, quoi. Ouais. Et c'est le couvre-feu. Ma mère est partie, c'était l'hiver. Ma mère est partie s'acheter des clopes pour la 20e fois de la journée, parce qu'elle oublie qu'elle est partie s'acheter des clopes. Et je commence à sérieusement m'inquiéter. Il est 22h, il n'y a pas de trace. Elle n'est pas rentrée, quoi. Je me dis, mince, elle est partie, elle devrait être rentrée. Je commence à vraiment angoisser. Je prends ma voiture, je fais le tour de la ville, essayer de la retrouver. Et je ne la vois pas. Et je suis super angoissée, quoi. Je finis par aller au commissariat pour signaler une disparition inquiétante d'une personne âgée. Et vers 4h du matin, j'ai un appel d'un hôpital qui me dit qu'elle est là, en fait, qu'elle est tombée, donc la chute. Putain, ouais, c'est ouf. Qu'elle s'est cassée. Enfin, à l'époque, on ne se rend pas compte tout de suite, mais finalement, on se rendra compte qu'elle s'est cassée le col du fémur, qu'il faut l'hospitaliser. Et dans tout son processus d'hospitalisation, sa démence s'accélère à tel point que les médecins m'appellent et me disent « Ah non mais votre maman, même si vous êtes aidant, il est hors de question qu'elle retourne chez elle. C'est beaucoup trop dangereux. Il va falloir la mettre en institut spécialisé. » Ce qui fait qu'à partir du moment où elle est partie, où j'ai dit « J'en ai marre », elle est partie et elle n'est jamais revenue ici. Oui, parce que nous sommes dans la maison d'enfance de Karine, Ouais. en train d'enregistrer là. Toujours. Toujours. Ouais, mais enfin, moi de ce que je vois en tout cas, c'est très chouette comme endroit. Ouais. T'as fait un petit peu plus la paix avec cet espace. Ouais, et puis on l'a pas mal transformé aussi. Oui. Ouais. Ok, donc tu vis tout ça, et est-ce que c'est à ce moment-là aussi où il y a ce vide? Est-ce que c'est Enfin, c'est une continuation de cette nuit noire en fait, mais il y a un espèce de néant qui s'installe à partir de ce Ouais. moment-là, c'est là? J'avais été super occupée les mois précédents, entre le déménagement, le divorce, toutes les procédures, etc. Donc en fait, j'avais pas eu une seconde pour moi, puis ma maman à m'occuper, etc. Et là, tout d'un coup, il se passe plus rien. Ma mère, elle est plus là. J'ai du temps pour moi. Il n'y a plus de contrat qui rentre? Il n'y a plus de contrat, il n'y a plus rien. Et là, ouais, je vis un espèce... Et surtout, j'ai plus de connexion, j'entends plus. Ce guide qui était venu me rassurer, etc., il est parti, quoi. Ça fait des semaines qu'il s'est barré et il m'a laissé tomber. Et donc, je me sens désespérément seule et sans but, en fait. Je sais pas quoi faire de ma vie à ce moment-là. Je me dis, merde, qu'est-ce que je vais faire? Je suis seule, faut que j'ai 2 enfants à charge. Qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant. Et j'ai donc cette nuit noire qui s'installe à ce moment-là. Je suis apathique, j'ai aucune envie de faire quoi que ce soit. Ouais, je sais pas comment je tiens à ce moment-là. Vraiment, il n'y a rien qui se passe, quoi. Je me sens seule, j'ai plus de relations, j'ai plus rien, il n'y a plus rien. Le néant.
le néon. C'est la période de la jachère dans la nuit noire de l'âme, période qu'on adore tous. Hein. C'est vraiment... C'est horrible. T'es mort de l'intérieur, quoi. Puis aucune envie. L'intérieur, et puis à l'extérieur, il se passe rien. Ouais. Ah ouais, non, mais ça c'est ouf aussi, ouais. Ça rend fou. Ça rend fou. Ouais, ça rend fou. Absolument. Mais, et d'ailleurs, je voulais juste dire un truc, c'est que c'est vrai que c'est ça, je crois, qui rend le plus ouf pendant la nuit noire, c'est que t'as aucune connexion avec là-haut, quoi. Et tu dis, mais en fait, les gars, pourquoi vous étiez là au moment où j'ai passé le pas de me barrer de ce truc-là, de réaliser plein de choses, et là, genre, en fait, vous me laissez toute seule, quoi. Ouais. Et je comprends pas, je pense que c'est parce que peut-être qu'on vibre tellement bas qu'on les capte plus. Je saurais pas comment expliquer ce truc-là, mais c'est vrai que pendant ces périodes-là, Bah moi, je vois ça différemment, tu vois. Alors, explique-nous. Tu vois, quand j'ai eu cet éveil et cette ouverture vers l'invisible, j'ai été vachement tournée sur l'extérieur à attendre une aide, un truc, un soutien. Et finalement, je devenais vachement dépendante de ça, tu vois. Et je perdais toute ma puissance, en fait. Et je pense que si tout ça s'est arrêté, c'est parce que il fallait que je retrouve en moi-même les intuitions, les envies, mais que plus rien ne vienne d'ailleurs que de moi, en fait. Et il fallait que je me réapproprie ma puissance intérieure. C'est vraiment comme ça que je le vois, en fait. Bah, je trouve que c'est une super réponse. Et en effet, ouais, ça fait sens. C'est genre, allez, ma cocotte, va puiser. Ouais. Tout ça, c'est en toi, en fait. Va le chercher. En fait, t'as pas besoin d'aide. Tu peux y arriver toute seule. Et à ce moment-là, comme à chaque fois que je vais mal, hein, moi, c'est très facile. J'ai un exutoire, ça s'appelle l'art. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ma vie s'effondre à chaque fois? C'est là où je me mets à bosser, je crée, je suis à fond dans le truc, je fais que ça. Donc, je passe du vide à l'art. J'ai la tête dans mes pinceaux, voilà, je fais de la sculpture, je m'amuse comme une petite fille, je reprends contact avec la petite fille intérieure. Et tu crées, quoi, que tu rentres dans un élan créatif. Et en parallèle, il se passe des choses assez intéressantes, notamment chez le dermato. Ah oui. Oui, j'emmène ma fille chez le dermato parce qu'elle a depuis la séparation avec son papa, elle a des verrues plein les mains. C'est une catastrophe, on dirait des mains de sorcière, quoi. La pauvre. Ah, la pauvre. Elle en a plein, genre 50 sur la main. Tu vois, je me dis, bon, il faut que je trouve un dermato vite fait, là, parce que ça part pas. Donc, prenons rendez-vous chez le dermato. J'en trouve un, pas très loin d'ici. C'est un dermato un peu âgé, il doit avoir soixantaine d'années. Et je vois qu'il est pas comme les médecins habituels. Enfin, sur le papier, il est bien dermato et tout. Mais tout de suite, il me regarde, il me scanne. Il fait « Ah, c'est incroyable ce que vous avez fait. Ah, mais vous allez avoir la clairaudience. » Je fais « De quoi D'accord. Et sinon, pour les verrues... » Putain, c'est ouf. Il dit à ma fille oui, il faut que tu visualises ta main comme si elle avait plus rien. Je me dis, c'est quand même étrange, quoi, pour quelqu'un qui vient d'une formation en médecine super... Enfin, je veux dire, le dermato, c'est quand même, pour moi, c'est du concret. Mais en fait, il est assez ouvert à ce genre de choses, quoi. Il me fait du bien à ce moment-là. Vraiment, je me dis, ah bah, je suis pas la seule allumée du service, quoi. Il y en a d'autres. Je suis pas la seule allumée du service. Et oui, parce que donc, t'entends des voix à ce moment-là. À ce moment-là, j'entends plus rien. C'est la période où il se passe plus rien, j'entends plus rien, c'est le vide. Mais il me dit, il y a la clairaudience qui va s'ouvrir. Je fais ok, bon. Et effectivement, quelques jours après, je crois que c'est une semaine après, au milieu de la nuit, je dors profondément, je ne fais pas de rêve, je suis dans un sommeil profond, je suis réveillée de façon ultra violente par quelqu'un qui me hurle dans l'oreille gauche. Il est nul. Je ne sais pas de qui il parlait. Peut-être de mon ex, je me suis dit. Mais...
Mais effectivement, c'est la première fois que, à travers mes sens, j'entends quelque chose qui n'est pas là dans ce monde matériel, quoi. C'est-à-dire que c'est une voix super forte, ça vient de l'intérieur de moi, ça passe par mon conduit auditif, comme si on me hurlait dans, c'est super bizarre, Mm. comme si on me hurlait dans la gueule, quoi. Mm. Et en même temps, la fin de la traîne de la voix, elle a un côté super métallique qui fait que on sent que ça vient d'ailleurs. Et moi, là, je me mets à flipper pas mal quand même. Tu m'étonnes. Ouais. Est-ce que t'as rappelé le dermato? Je fais, ah ok, c'est ça. Non, mais j'ai compris après. Mais quand ça m'arrivait, je me suis dit, si c'est ça, je n'en veux pas en fait. Je veux pas de ça. Reprenez ça, je veux pas de cette faculté. Ça m'intéresse pas. Et là, j'aimerais t'amener dans un chapitre qui est un peu le dernier chapitre, le dernier gros dossier Ouais. dans lequel t'es rentrée par rapport au féminin, par Ouais. rapport à tout ça, avec le rêve de ta Ouais. fille aînée, enfin tout ça. Est-ce que tu peux nous ramener dans cette période? C'est une période dans laquelle t'es déjà en train de créer, t'es déjà dans cet élan créatif, c'est lancé ça? Alors ça a commencé, je sais pas trop où je vais pour l'instant, c'est plus je recherche, je fais des recherches. Mais je continue de créer parce que c'est la seule chose qui me permet de tenir debout. Et effectivement, un matin, ma fille aînée me dit oh maman, j'ai rêvé, j'ai fait un rêve étrange cette nuit et on m'a dit qu'il fallait que je te transmette un message. Oui, Bon, chérie. ok, d'accord. Et elle me dit il y a un problème avec ton premier petit copain. Elle me lâche ça comme ça. Au petit-déj, quoi. Même avant. Je fais ok, c'est bizarre, pourquoi tu me parles de ça. Bon, ok, je sais que ça c'est pas forcément. Ma vie sentimentale était un peu un désastre. Hein. Et donc, ok, j'accueille l'information et je crois quelques jours après, on fait un peu de tri dans les affaires de ma maman parce qu'il faut lui amener des vêtements à l'EHPAD, etc. Et je tombe sur une caisse de photos. Par curiosité, j'ouvre la caisse. Moi, j'adore les photos. Et je tombe sur des photos de moi à 20 ans avec ce fameux petit copain, enfin grand petit copain, mais et là, effectivement, c'est en voyant ces photos où j'ai un énorme flashback. Je comprends le message. Le problème, c'était effectivement, il y a eu un viol de la part de cet homme. Et ça me revient en pleine face. C'est quelque chose que j'avais totalement mis sous le tapis et totalement oublié, en fait. Il s'avère que j'avais Enfin, j'étais avec cet homme, mais j'étais pas spécialement attirée physiquement par lui. Puis lui, il était bourré d'hormones à ce moment-là, il était jeune. Et donc lui, ce qu'il voulait, ce qu'il attendait de moi, c'est qu'on ait plus de rapports. Et moi, ça m'intéressait pas. Et un jour, je suis super malade. J'ai vraiment une angine carabinée. J'ai plus de 40 de fièvre. Je suis seule. J'habite chez mes parents, mais je suis seule à ce moment-là. Et il vient me rendre visite. Il rentre dans ma chambre. Il me viole et il part. Ni plus ni moins. Putain. Et moi, j'ai même pas de force pour me débattre ou quoi que ce soit. Je suis dans un état lamentable, avant et après, enfin c'est encore pire quoi. Et donc ça me revient. Et tu l'avais complètement occulté Enfin, toutes sur ces le années? moment, je m'étais dit, mais c'est pas normal en fait. Mais j'ai très vite, j'ai mis ça sous le tapis. J'ai fermé les yeux. Je voulais pas. C'était honteux pour moi, tu vois. C'était quelque chose de. Je me sentais. Je voulais pas en parler. Et quand j'ai essayé d'en parler à mes parents qui adoraient ce garçon, parce qu'ils savaient se les mettre dans la poche, ils ont vraiment pas voulu entendre. Ils ont fait comme ça. Ils sont bouchés les oreilles. Ils ont pas voulu me croire ni entendre. Donc j'ai lâché l'affaire. Et j'aurais dû. Je me dis avec le recul. Il aurait fallu que je porte plainte, il aurait fallu que je fasse quelque chose tout de suite, mais à ce moment-là, j'avais pas le courage, j'avais honte et j'ai préféré fermer les yeux et oublier.
j'ai oublié pendant 30 ans. Et ça, c'est remonté, donc ouais, putain. Et non, mais l'histoire des parents qui, enfin, tu leur dis et ils te croient pas, quoi. Non, mais en fait, ils aimaient tellement ce garçon, c'était tellement le gendre idéal pour eux que ils voulaient pas voir les côtés obscurs. Ouais, mais Vraiment. bon, c'est toi leur fille, quoi, c'est pas lui, Ah, tu mais vois. de toute façon, eux, si tu veux, je les ai beaucoup déçus parce ils avaient toujours des choix pour moi et ils voulaient, en fait, ils se projetaient trop sur moi et ils voulaient tout. Ils voulaient que je me marie avec lui, ils voulaient que je fasse telle et telle études, ils voulaient surtout pas que je sois artiste. Enfin, ils étaient pas du tout dans mon délire, quoi. Hmm. Donc ils voulaient pas l'entendre. Ils m'ont pas soutenue du tout. Ouais. Et donc, ça se passe. Et est-ce que ça se passe au moment où, si t'es OK pour parler de ça, tu vas voir une psychologue pour ta fille cadette qui est en train de traverser quelque chose aussi, elle, de son côté? Ouais. Alors il y a ce truc qui me revient donc dans la gueule. C'est dur. C'est traumatisant pour moi. Je pleure beaucoup en voyant ces photos. Et au même moment, ma fille, ma petite, traverse un truc qui est compliqué dans le sens où elle ne se reconnaît pas dans son corps de fille et elle souffre de dysphorie de genre. Elle veut que je la genre au masculin et que je lui donne un prénom masculin et voilà. Et c'est pour moi, à ce moment-là, c'est assez dur à encaisser. Euh, Parce que c'était tellement une petite fille parfaite que je ne comprends pas en fait. Et donc je lui dis ok, je veux bien faire l'effort vu que c'est une souffrance pour toi, de te genrer au masculin, mais de ton côté, je vais te demander de voir un psychologue parce que ça doit être pas facile à vivre, tu vois. Je me rends compte qu'elle a besoin d'aide en fait. Ouais. Donc je me renseigne, par le réseau, je trouve une psychologue qui est un peu spécialisée dans les adolescents hypersensibles, c'est son cas. Et donc je vais voir cette dame qui me dit moi, il n'y a pas de problème, je vais bien traiter ton enfant. Par contre, ce que je vais te demander, c'est que toi, Karine, tu ailles voir quelqu'un, un thérapeute. Je vais te donner une carte de visite et je veux que tu ailles voir cette personne. Cette personne en particulier. Cette personne, ouais. Qu'est-ce qu'elle a vu, tu penses, cette femme en toi à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Elle a vu qu'il y avait un problème chez moi. Je sais pas, elle a peut-être vu ce viol qui était imprimé dans mon aura. Enfin, elle m'a dit clairement, je me permets d'insister lourdement. Moi, je me disais, mais c'est pas moi qui ai un souci, c'est mon enfant, quoi. Elle me dit, non, non, mais je crois que tu comprends pas, il faut que tu le fasses, sinon tu vas droit dans le mur. Elle te dit ça comme ça, quoi. Ouais. Oh la vache, ouais. Et effectivement, j'ai pas envie d'aller droit dans le mur, j'ai pas fait tout ça pour rien quand même. Donc, ok, je prends rendez-vous avec cette dame. Et je fais genre 3 ou 4 séances avec elle. On fait des constellations familiales et elle me fait faire des séances de MDR parce qu'à ce moment-là, je revis le viol quasiment quotidiennement. Je le sens physiquement. Je le sens dans mon corps en fait. À partir du moment où il m'est revenu en tête, il a fait que me hanter. Tu vois, c'est comme si je revivais en boucle la scène et ça va plus quoi pour moi. Donc ça tombe bien finalement que j'aille voir Ça s'est passé au même moment, c'est-à-dire il y a ta fille aînée qui fait ce rêve et tu tombes sur la photo et tout ça, ça remonte et ta cadette... Au même moment, ouais, quasiment, c'est dingue. simultanément. Timing divin, quoi, de... Ouais. Allez les filles, on va régler les problèmes. Il y a un là. truc à régler. Ouais. Ouais. Et ouais, mais je remercie infiniment cette thérapeute de m'avoir adressée à cette autre thérapeute. Donc je remercie infiniment ces deux femmes parce que en fait il y avait ce trauma qui était tellement violent et tellement ancré en moi et que
il fallait absolument que je me nettoie, quoi, que je l'évacue. Et les séances de MDR, elles ont vraiment fonctionné, quoi. Tu te rends compte, tu as vécu ce drame et puis tu le revis tous les jours. Ça te détruit encore plus. Il fallait que je m'en libère. Et effectivement, après ces séances, j'étais plus que spectatrice de cet événement. Je le revivais plus. C'était plus un truc. Voilà. C'est bon, j'ai surmonté l'affaire, quoi. Ouais, fallait que ça remonte, ça demandait à remonter à la surface, de Fallait que toute ça soit façon. purgé. Ouais. Ouais, et puis je pense que c'est vrai que, en tout cas, moi, le NDR, j'en entends que du bien vraiment de son efficacité. C'est redoutable. Ça marche du tonnerre. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler du prénom Ah oui. qui est choisi Eh ben, par... donc le prénom, eh bien la question du prénom qui se pose pour donc ma petite, qui est du coup maintenant un garçon. Et donc elle choisit le prénom Elias, donc le fameux prénom que quelques mois ou quelques années auparavant j'avais entendu lors de cette réminiscence de vie antérieure. du petit garçon Elias qui a été enlevé, en tout cas, Ouais. pendant cette vie antérieure, quoi. Et avec cette thérapeute, j'en ai parlé à cette thérapeute donc qui m'a soignée, enfin soignée, je sais pas si c'est un mot, enfin qui m'a aidée. Qui t'a Et accompagné. qui m'a accompagnée. Et on a fait des séances de constellation familiale où elle fonctionne avec un système de tapis. Et en fait, en fonction du tapis sur lequel on se place, c'est comme si on prenait l'identité d'une personne. Et elle me demande... Oui, parce que c'est des constellations familiales en individuel que tu fais. Et quand ça se passe en individuel, en fait, les constellateurs utilisent soit des objets, voilà, soit avec les participants en fait de la famille ou autre, soit là dans ton cas des tapis. Voilà, c'était des tapis et elle m'a demandé de choisir un tapis pour moi, un tapis pour ce petit garçon, donc Elias, un tapis pour ma fille, un tapis pour voilà, enfin, et pour la mère d'Elias. Bon. Et donc moi dans une autre vie, quoi. Mmh. Apparemment. Apparemment. Et c'est vrai qu'au moment où je me mets, elle me demande de me placer sur le tapis donc d'Elias. Moi, à ce moment-là, j'ai pas d'affect particulier envers cet enfant. Enfin, voilà, pour moi, c'est pas mon enfant. Mon enfant, c'est mes filles, quoi. Et au moment où je me pose dessus, je me mets à pleurer. Mais c'est un truc de fou. Je peux plus contrôler mon corps. Je deviens ce petit garçon et je me mets à pleurer. J'arrête pas de pleurer. Et elle me dit mais qu'est-ce qui va pas? Et je lui dis mais tu m'as abandonnée. Et je comprends en fait que cet enfant il a été tué et qu'il est perdu entre deux mondes, quoi, en fait, qui me cherche. Et d'ailleurs j'ai oublié de te raconter, mais ce petit enfant quand j'ai eu cette clairaudience qui s'est ouverte, il y a eu un deuxième événement où j'ai entendu une voix qui me criait dans l'oreille. C'était celle d'un petit enfant, je pense un petit garçon, qui disait « Maman, maman ». Au moment où tu as entendu, dans les périodes où tu as entendu il est nul, etc., Ouais, voilà, tout ça s'est passé. Ouais. Et tu penses que c'est ce petit garçon? Je pense au final que c'est lui. Ouais. Je pense que tout est lié. Ouais. Ouais, tout est lié, ça c'est sûr, mais c'est dingue comment dans ton histoire, en fait, il y a tout qui... Des choses qui se passaient où voilà, t'entends maman et c'est pas des voix que tu connais, en fait. Non. Et tout se comprend maintenant Ouais. par rapport à tout ton cheminement, tout ton parcours où... franchement, ça n'a pas été facile. Enfin, Karine, moi, j'ai tellement d'admiration pour toi, ton courage, enfin, tout ce que tu as fait, tout ce que tu es allé voir en face. Et en plus, quand tu penses que c'est fini, c'est pas fini, quoi. Tu as encore une espèce de gros dossier. Surprise. Le bouquet final, en fait, allez, ma cocotte, il reste encore des trucs à sortir. Donc, ouais, en tout cas, c'est très... comment dire? J'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu as traversé et comment tu as réussi à te relever et de te voir tellement épanouie aujourd'hui, en tout cas,
comment tu as réussi à te relever de tout ça et à trouver un équilibre avec tes enfants, avec voilà, ta vie, quoi. Je suis super fière de moi parce que ça n'a pas été facile. Je doutais beaucoup de moi et je me rends compte aujourd'hui que j'y suis arrivée en fait. J'ai réécrit l'histoire. L'histoire, elle était foireuse. J'ai fait un gros reset et je l'ai réécrit comme il demandait la petite fille. Et donc ça m'amène à c'est pas vraiment une question, mais c'est justement ce rêve d'artiste que t'incarnes, que t'incarnes tellement aujourd'hui. Comment c'est venu en fait cette inspiration? Comment tu ressens ton pouvoir de création par rapport à ce que tu crées aujourd'hui, c'est magnifique en fait, et c'est vraiment il y a un espèce de portail. Quand on regarde ce que tu fais, ça nous amène, enfin moi ça m'amène autre part, ouais. Je pense qu'il y a vraiment t'es en contact avec une autre dimension, enfin je sais pas comment l'expliquer, mais il se passe quelque chose. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, quand tu crées maintenant, cette Karine qui s'est débarrassée de tous ces paquets Ouais. lourds et dégueulasses, qu'est-ce qui se passe maintenant en toi dans cette création? Eh ben, en fait, le truc, c'est que j'ai compris que pour accéder à un art enfin, beaucoup plus créatif et beaucoup plus profond que ce que j'avais pu faire jusqu'alors, il fallait que je me détende. Tout simplement. Et ouais, en fait, tu vois, je me mets en mode relax. J'ai plus de problème à ce moment-là quand je commence à recréer. J'ai plus de stress. J'étais quelqu'un de super anxieuse et c'est parti. J'ai plus de mari chiant, j'ai plus d'associés, j'ai plus tout ce stress. Je me suis libérée de toutes ces contraintes et enfin, je peux m'amuser en fait, tu vois. Et c'est à travers la joie, je pense, l'excitation d'une enfant qui s'éclate, quoi, tu vois, que ça vient tout seul et c'est bizarre parce que je suis à la fois la main qui fait et à la fois je suis spectatrice de cette main qui fait. C'est comme si je crée et en même temps mon regard se perd dans ce que je suis en train de créer, comme si je partais moi-même en voyage à travers l'élaboration de cette œuvre. Tu vois, je me suis inspirée des pierres précieuses, des textures très naturelles. Et c'est comme si je me perdais dans ces pierres, dans ces gemmes, dans ces lapis lazuli, dans ces turquoises. Enfin voilà, c'est comme si je rentrais dans la matière. Et effectivement, au bout d'une journée où je suis un peu en transe comme ça, quand je prends du recul sur mon travail, je fais « Ah ouais, putain, c'est bien en fait !» Ah ouais, c'est super bien. Non mais avant, quand mes tableaux, tu vois, mes tableaux d'avant, mes trucs, ouais, c'est joli, c'est décoratif, mais ça me transcende pas, quoi. Et là, dans l'étape même de création, je suis moi-même en transe, en fait. Je suis portée par le truc et c'est comme si, je sais pas, mon œil rentrait en balade dans mes couleurs, dans mes textures. C'est très, très compliqué à exprimer comme ressenti, mais je tais totalement ma tête. Ma tête ne réfléchit plus, c'est presque mécanique. C'est une forme de méditation, je dirais. Ouais, c'est plus une forme de transe, moi, je Ouais. dirais. En fait, c'est comme si... Moi, ce que je ressens, hein, c'est comme si tu avais accès à autre chose en termes d'inspiration, en fait. C'est que tu canalises quelque chose et tu fais descendre ça dans la matière, dans ton art, quoi. Ouais, j'ai l'impression que c'est une collaboration. Ah ouais, mais ça vient d'ailleurs. Ton art, il vient Ouais. d'ailleurs. Et c'est rare. J'ai été émue en regardant une œuvre d'art, des œuvres d'art, une seule fois, c'est-à-dire une seule artiste. Et
toi, j'ai l'impression vraiment que c'est la même chose. C'est-à-dire que d'avoir accès à ce que tu fais, de regarder ce que tu fais, ça ouvre une porte sur un autre plan, une autre dimension, sur autre chose. Ouais, Tu le ressens comme ça aussi? complètement. Ok. Mais même moi, ça me transporte. Ouais. Je peux passer des heures à regarder ce que j'ai fait en me disant waouh, je suis presque hypnotisée moi-même par ce que j'ai fait. C'est bizarre. C'est comme si je sais que c'est moi qui l'ai fait, mais en même temps, c'est comme si c'était pas moi. Enfin, c'est là peut-être cette histoire d'inspiration qui vient d'ailleurs, quoi. Parce qu'en fait, c'est tellement singulier. Je sais pas comment j'ai sorti cette idée, mais le résultat est tellement singulier. Moi, j'ai pas vu ça ailleurs, quoi. J'ai mis au point une technique vraiment particulière qui m'est propre. Et effectivement, il y a quelque chose de connecté à ailleurs, quoi. Ça me fait penser un peu à l'univers des rêves aussi. Il y a un peu de ça aussi, tu vois. Ouais, ça vient d'ailleurs. Karine vous les montrera quand elle sera prête à les mettre au monde Ouais. Très bientôt. un jour. Dernière question pour finir cette interview. Est-ce que ça valait le coup? Tout ce chemin sinueux, est-ce que... C'était indispensable. ouais. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi c'était là? Est-ce que c'est ce que t'es venu puiser en fait là-dedans? Tout a été nécessaire. Tout a été un long processus, d'abord de déconstruction, ensuite il a fallu que je reprenne confiance en moi et que je retrouve ma puissance intérieure, ça, c'est ce que j'expliquais. Aujourd'hui, je suis hyper contente du chemin parcouru parce que je me sens exactement à la place où je dois être. Je sais que ce que je crée, ça doit être partagé. C'est pas pour moi, c'est pour être partagé. Je trouve une satisfaction énorme à faire ce que je fais. Je me sens pleine de joie. Il n'y a plus de... Enfin, ma vie, elle est passée de l'enfer au paradis, quoi. J'ai pas encore les résultats matériels de l'extérieur parce que j'ai pas encore montré mon travail à part quelques privilégiés, mais parce que j'attends d'avoir suffisamment d'œuvres pour pouvoir en faire quelque chose de concret. Là, je me suis fixé 5 pièces, j'en ai fait 3, il m'en reste encore 2, donc c'est imminent. Mais ouais, je suis hyper contente vraiment, mais je suis hyper contente d'avoir fait ce truc, même si ça a été horrible. Mais je suis enfin sur la bonne voie, quoi. Ouais. Merci Karine. Merci de nous avoir ouvert les portes de ton histoire, parce que je pense que ton histoire, elle peut inspirer beaucoup de personnes qui sont dans le dur du dur et qu'en fait, il y a ça s'arrête à un moment donné, ça va mieux à un moment donné. Il y a de la gratitude à un moment donné, justement, pour tout ce qu'on a traversé et de se dire, en fait, c'est exactement ce que tu disais avant, bah, maintenant je comprends et franchement, merci parce que ça m'a tellement apporté. Mais en fait, ouais, merci. Moi, il n'y a pas un seul jour où je me remercie pas, mais je me remercie moi-même déjà d'avoir fait ce qu'il fallait pour sortir de ce merdier et puis d'être toujours debout et d'avoir enfin pu donner une voix à mes rêves, quoi, de petite fille. Et ça, c'est... Ouais, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Et merci de créer ce que tu fais. C'est super important d'avoir des témoignages. Moi, j'aurais bien aimé... à l'époque, quand j'ai traversé ça, j'étais toute seule, en fait. Et ça m'aurait aidé, peut-être, d'entendre des histoires comme la mienne. Donc ouais, tenez le coup, on s'en sort. C'est long, c'est douloureux, mais on s'en sort grandi et fort. Donc tout le monde peut y arriver. Ouais, ça, j'y crois vraiment. Il y a vraiment... il y a pas de... Il n'y a jamais de... Comment on dit? De cause perdue. Ouais. Je pense que vraiment tout le monde peut y arriver. Ouais. Moi, c'était mal barré, mais j'ai réussi, donc il n'y a pas de raison pour vous, ça marche pas. Merci Karine, merci. Merci, Rappel.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode, c'est la fin de cette interview avec Karine. J'espère que ça vous a plu, j'espère que comme moi, vous avez été touchés par son histoire. Et si vous aussi, vous traversez l'ombre, là, en ce moment, au moment où vous écoutez cet épisode, j'espère que Karine vous a redonné un peu d'espoir. Vous pouvez retrouver ses œuvres magnifiques. Alors vraiment, je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. C'est sur son compte Instagram, Karine Mimoun Art. Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode, comme toujours. Le podcast Les Mondes Subtils est disponible sur Apple Podcasts, Spotify et YouTube. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, à laisser des commentaires, des étoiles, à suivre le podcast sur Instagram et Facebook et à le partager à vos amis. Ça l'aidera à grandir et à être plus visible. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter pour être tenu au courant des nouvelles sorties d'épisodes, mais aussi des prochains ateliers d'astrologie en visio et en présentiel. Tous les liens sont accessibles dans les notes de l'épisode. Je voudrais remercier plusieurs personnes grâce à qui ce projet tient debout aujourd'hui. Un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix de Crécy, de m'accompagner dans l'évolution de ce podcast. Merci à ma présidente, Stéphanie Loubet, pour sa présence et son oreille infaillible. Un grand merci à mes directeurs artistiques et leur sublime création visuelle, Éric de Crécy et Karine Mimoun. J'ai beaucoup de chance de vous avoir, vous et vos pinceaux, à mes côtés. Merci à ma sirène, Marie Sala, pour son soutien et son amour. Et enfin, un grand merci à Baboun et Mamouchka de toujours me suivre dans mes aventures folles. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes.